Ma fiancée m'a traité de pitoyable raté devant 6 personnes, s'est levée, a attrapé son sac à main et a quitté notre appartement sans un regard en arrière. 3 jours plus tard, j'étais assis à même le sol d'un chalet d'une seule pièce dans le massif de la Vanoise, dans les Alpes françaises, à des centaines de kilomètres de toute métropole, en train de lire une lettre de 4 pages écrite de la main de mon défunt père. Cette lettre m'apprenait que la propriété que mes parents m'avaient léguée, cette propriété dont mon frère s'était moqué, celle-là même que ma fiancée avait utilisée comme prétexte pour rompre nos fiançailles, valait 125 millions d'euros. Mais avant de vous révéler le contenu de cette lettre, je dois vous raconter comment j'ai atterri sur le plancher de ce chalet. Car le chemin qui m'y a mené était pavé de ce genre de petites humiliations que j'avais silencieusement encaissées tout au long de ma vie. Je m'appelle Benoît Chevalier. J'avais 38 ans en avril 2026. Je travaillais comme dessinateur en architecture dans un cabinet de taille moyenne dans les Yvelines, en région parisienne. Je gagnais 60 000 euros par an. Cela faisait 11 ans que j'étais dans ce cabinet. Je n'étais pas architecte diplômé. J'avais échoué 2 fois à l'examen de l'ordre, d'abord à 26 ans, puis à 28 ans. Après ce deuxième échec, mon père, Didier Chevalier, m'a fait asseoir à la table de la cuisine de son immense manoir du Vésinet, où il vivait avec ma mère, et m'a dit « Benoît, l'architecture n'est peut-être pas faite pour toi. » Il ne l'a pas dit avec cruauté. Il l'a dit comme un homme qui énonce une conclusion, et cette conclusion se voulait être une gentillesse, car elle visait à épargner à l'autre des efforts inutiles. Mon père n'était pas un homme cruel. C'était un homme de préférence, et mon frère aîné Pierre était sa préférence. Moi, j'étais le fils avec lequel il devait se montrer pragmatique, parce que je n'étais pas Pierre. Pierre Chevalier, de 5 ans mon aîné, diplômé d'HEC Paris, promotion 2008. Il a rejoint le groupe immobilier Chevalier à 26 ans en tant que vice-président, dirigé le pôle résidentiel à 30 ans, et devenu directeur général délégué à 37 ans. Il a épousé une mondaine nommée Chloé de la Vigne, a eu 2 enfants, une luxueuse maison au Vésinet, et conduisait une Bentley Continental 2024 pour aller au bureau avec la même banalité que d'autres conduisent une Peugeot. C'était l'enfant prodige de la famille, qui exécutait tout exactement selon les plans tracés par mon père. Moi, j'étais le dessinateur, celui qui traçait les bâtiments des autres, celui qui était assis dans un open space à la Défense pendant 11 ans pour produire des dessins techniques que les architectes signaient de leur nom pour s'en attribuer le mérite. J'étais doué pour ça. Patient, méticuleux. Le genre de dessinateur que les architectes seniors réclamaient nommément parce que mes plans étaient toujours impeccables et que mes documents de construction ne nécessitaient jamais de révision de la part des entrepreneurs. Mais je n'avais pas l'étoffe d'un dirigeant. Mon père me l'avait dit directement à 26 ans, juste avant d'annoncer à Pierre qu'il le nommait vice-président. Tu n'as pas l'étoffe d'un cadre dirigeant, Benoît, mais chaque entreprise a besoin de personnes pour faire le travail minutieux. Le travail minutieux. C'est la chose la plus gentille qu'il m'ait jamais dite. Il l'a dite une seule fois, et je me la suis repassée en boucle pendant 12 ans. Ma mère, Vivienne Chevalier, était plus gentille. Pas plus chaleureuse. Les Chevaliers n'étaient pas une famille chaleureuse. Mais plus gentille de la façon dont les mères le sont parfois, compensant discrètement les pères qui évaluent leurs fils comme du bétail. Elle m'envoyait des cartes d'anniversaire. Elle se souvenait que je préférais le gâteau au citron plutôt qu'au chocolat. Elle ne m'a jamais fait de compliments devant Pierre, mais elle m'a dit un jour, lors d'un repas de Noël alors que j'avais 31 ans, que j'avais les mains de mon grand-père, de longs doigts, précis. Elle m'a rappelé que mon grand-père avait été horloger à Bucarest avant la guerre, et que la précision avait peut-être sauté une génération pour atterrir en moi. Ton grand-père serait fier de ton travail, Benoît. Je ne lui ai pas demandé pourquoi mon père ne l'était pas. La réponse m'aurait fait plus de mal que la question. Mes parents sont morts à 10 semaines d'intervalle. Mon père d'abord, en janvier 2026, d'une crise cardiaque dans son bureau, 18 minutes après avoir terminé son expresso matinal. Ma mère, 3 semaines plus tard, d'un AVC, puis de complications liées à cet AVC, puis l'hôpital, puis les soins palliatifs, et enfin les funérailles, un mardi de mars froid et gris. Il y avait 300 personnes qui avaient connu l'argent de mon père, et 12 personnes qui avaient connu le cœur de ma mère. Pierre a prononcé l'éloge funèbre. Il a parlé d'héritage. Il a parlé du groupe immobilier Chevalier. Il a parlé de la façon dont nos parents avaient bâti quelque chose qui perdurerait. Il n'a mentionné mon nom qu'à la toute fin, en remerciant mon frère Benoît, qui a été un bon fils,
avec cette condescendance particulière qu'ont les frères aînés lorsqu'ils remercient leur petit frère devant une salle remplie d'inconnus. J'ai parlé pendant 90 secondes. J'ai remercié ma mère de m'avoir appris que le travail minutieux valait la peine d'être accompli. Je n'ai pas remercié mon père, ce que personne n'a remarqué puisque, de toute façon, personne ne me regardait. La lecture du testament a eu lieu le 12 avril 2026. C'était à l'étude notariale de Maître Haussmann et Thibault, sur le boulevard Haussmann à Paris. Table de conférence en palissandre, fauteuil en cuir, vue imprenable sur la tour Eiffel à travers d'immenses baies vitrées. Le notaire, Maître Gauthier Thibault, était un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés, doté de cette gravité particulière que développent les experts en succession à force de passer leur carrière à regarder des familles se déchirer. Pierre et Chloé étaient là. J'étais là. Ma fiancée, Margot Ferrand, était là, ainsi qu'un jeune clerc de notaire pour prendre des notes. Maître Thibault a ouvert le dossier, a lu le préambule, puis a commencé. À mon fils, Pierre Chevalier, et à ses descendants, je lègue ce qui suit. La résidence située au 247 allée des Tilleuls, au Vésinet, y compris tout le mobilier et son contenu. La Bentley Continental GT de 2024 et le Range Rover Autobiographie de 2023, à conserver comme véhicule personnel ou à céder à sa discrétion. 100% des actions en circulation du groupe immobilier Chevalier, incluant tous les actifs opérationnels, les contrats clients et le fonds de commerce. Ainsi que des liquidités d'un montant global de 3 800 000 €, à transférer de la fiducie familiale Chevalier vers le compte personnel de Pierre dans les 60 jours suivant cette lecture. Pierre n'a pas réagi. Il savait depuis des années qu'il hériterait de l'entreprise. Les montants précis n'étaient que des confirmations, pas des révélations. Chloé s'est autorisé un très léger sourire, le genre de sourire qu'une femme s'accorde lorsqu'elle vient d'apprendre que son mari pèse désormais 17 millions d'euros et qu'elle va en obtenir la moitié par les liens du mariage. Maître Thibault a poursuivi. À mon fils, Benoît Chevalier, je lègue ce qui suit. La propriété située dans une vallée isolée du massif de la Vanoise, dans les Alpes, consistant en un terrain d'environ 90 hectares comprenant un unique chalet en bois. La description cadastrale est fournie dans le relevé ci-joint. Une lettre manuscrite de Didier Chevalier adressée à Benoît Chevalier, qui ne devra être ouverte que par Benoît seul, et uniquement lors de son arrivée au dit chalet. Ainsi que la somme de 11 000 € en espèces, destinée à couvrir les frais de voyage de Benoît pour se rendre sur cette propriété alpine. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence gênant, un silence poli. Le genre de silence qui s'installe quand tout le monde dans la pièce essaie de trouver comment réagir à une situation qui vient de se révéler atrocement déséquilibrée. Chloé a couvert sa bouche avec sa main. Elle n'a pas caché le sourire qui a suivi. Pierre a baissé les yeux sur ses genoux. Le visage de Margot, ma fiancée, est passé par 3 stades en l'espace de 2 secondes, le choc, le calcul, puis la rage. Mon visage, lui, n'a rien fait. J'avais appris, quelque part entre mes 10 et 15 ans, comment faire en sorte que mon visage ne montre absolument rien. Maître Thibault m'a regardé. Monsieur Chevalier, avez-vous des questions? Non, merci. Les fonds en espèces sont à votre disposition dès aujourd'hui. La lettre vous sera remise en même temps qu'un jeu de clés du chalet. Le relevé cadastral et l'acte de propriété ont déjà été transférés et sont à votre nom depuis minuit hier soir. Je vous remercie. Pierre s'est éclairci la gorge. Maître, y a-t-il? Y avait-il une explication dans le testament sur la raison pour laquelle le partage a été structuré de cette manière? Il y avait une note manuscrite de votre père, Monsieur Chevalier. Elle disait, et je cite, « Pierre, tu hérites du patrimoine visible car tu en es l'héritier légitime. Benoît hérite de ce à quoi j'accorde le plus de valeur. N'interfère pas » fin de citation. Pierre a cligné des yeux. Ce à quoi j'accorde le plus de valeur? Ce sont les termes de votre père, pas les miens. Chloé a émis un son. Pas un rire. Une sorte d'expiration involontaire qui aurait pu être un rire si elle se l'était permis. Margot a émis un son similaire, sauf que le sien était un vrai rire, bref et tranchant, qu'elle a couvert par une toux qui n'a trompé personne. Un cabanon dans les Alpes, a lâché Margot. Pardon. Je suis désolé. Je ne voulais pas rire. C'est juste. Un cabanon. Mademoiselle Ferrand, a dit Maître Thibault avec la patience modérée d'un homme qui a entendu de nombreuses réactions lors de lecture de testament. Cette lecture est une procédure formelle.
Je vous demanderai de réserver vos commentaires pour plus tard. Bien sûr. Désolé. Nous avons quitté l'étude notariale. Pierre et Chloé ont pris un VTC pour rentrer au Vésinet. Margot et moi avons pris le RER pour rentrer à Pantin. Margot a passé les 34 minutes de trajet sur son téléphone, envoyant frénétiquement des messages, probablement à sa sœur, sans m'adresser un seul regard. Quand nous sommes rentrés à notre appartement, un 4e étage sans ascenseur rue Jean Jaurès, elle a dit « Il faut qu'on parle de ça ». De quoi? Du fait que tes parents t'ont laissé une cabane en ruine. Margot, mon père m'a laissé une lettre. Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas encore. Une lettre? Ton père te laisse une lettre dans un chalet paumé et 11 000 €, et tu espères que cette lettre va être une révélation? Benoît, tes parents viennent de te dire, noir sur blanc, que Pierre était le vrai fils et que tu n'étais qu'une réflexion après coup. Et l'héritage de la réflexion après coup, c'est un cabanon au milieu de nulle part. Ouvre les yeux. Je vais y aller. Quoi? Je vais prendre un vol, aller au chalet, lire la lettre, et voir ce que mon père voulait me dire. Benoît, tu as 6 semaines de congés payés que tu n'as jamais utilisés. Tu vas les griller pour un voyage dans un chalet que ta propre famille considère comme une blague. Je veux voir ce qu'il m'a laissé. Il t'a laissé un cabanon. Il t'a laissé une lettre qui dit probablement qu'il t'aimait et qu'il était désolé d'avoir été un père froid. Ça ne réparera rien. Peut-être pas, mais j'y vais. Elle m'a dévisagé pendant un long moment. Ce n'était pas le regard d'une femme déçue. C'était le regard d'une femme en train de recalculer ses options. Nos fiançailles duraient depuis 1 an. Nous avions un mariage prévu pour septembre 2026, un acompte versé pour un domaine dans la vallée de Chevreuse, une liste d'invités, un thème couleur. Et Margot Ferrand me regardait à travers la cuisine de notre petit appartement de Pantin, en train d'évaluer si l'une de ces choses allait vraiment se réaliser un jour. D'accord, a-t-elle dit. Organisons un dîner jeudi, juste nous, Pierre et Chloé. Digérons ça ensemble, en famille. Margot, je n'ai pas envie de dîner avec Pierre et Chloé en ce moment. Benoît, tes parents viennent de diviser leur succession et de ne te laisser pratiquement rien. La réaction d'un adulte est de s'asseoir avec son frère et d'en discuter, pas de fuir dans les montagnes. Je ne fuis pas. Alors accepte ce dîner. Jeudi, ici. Je cuisinerai. J'ai accepté. Je n'aurais pas dû, mais j'avais 38 ans et j'avais passé ma vie entière à céder aux petites exigences de personnes qui m'aimaient moins que je ne les aimais. Je n'avais pas encore le muscle pour refuser. Ce muscle allait se développer. Il allait se développer cette semaine-là, d'ailleurs, mais il n'était pas encore formé en ce lundi après-midi. Jeudi 14 avril 2026, notre 4e étage sans ascenseur à Pantin. Un dîner pour 6. Moi, Margot, Pierre, Chloé, et 2 des amis les plus proches de Margot, Bérénice, une attachée de presse, et son mari Arnaud, avocat. Margot les avait invités. Je ne savais pas pourquoi. J'allais le découvrir. Margot avait préparé un bœuf bourguignon avec de la polenta. Elle avait ouvert 3 bouteilles de vin avant 19h30 et avait bu la majeure partie de la première à elle seule avant 20h. Pierre et Chloé sont arrivés à 19h15, ont apporté une bouteille de Châteauneuf-du-Pape à 130 €, et se sont assis à notre petite table à manger avec l'air de la royauté en visite s'encanaillant chez des roturiers. Bérénice et Arnaud sont arrivés à 19h30, charmants, bien habillés, le genre d'amis que les femmes invitent à des dîners quand elles ont besoin de témoins. La conversation a été maîtrisée pendant la première heure. Pierre était prudent. Chloé était polie. Margot buvait. Moi, j'observais. Vers 20h45, Pierre a abordé la question de l'héritage. Pas le mien, l'entreprise. Il allait restructurer le groupe immobilier Chevalier, s'étendre sur le marché des Hauts-de-Seine, racheter un concurrent à Boulogne-Billancourt. Il était expansif. Il célébrait. Il n'essayait pas d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais il n'essayait pas non plus de l'éviter, car Pierre Chevalier n'a jamais, de toute sa vie, envisagé que son succès puisse peser lourdement sur les épaules de son frère présent dans la même pièce. Benoît, tu devrais passer au manoir du Vésinet à l'occasion, a dit Pierre. On va faire des travaux. Garder ce que papa et maman ont fait, mais moderniser. Chloé a de belles idées. Bien sûr, Pierre, ça a l'air super. Et pour la Bentley, je vais la conduire.
Je sais que ça a l'air idiot, mais papa adorait cette voiture. Je veux continuer à la faire rouler. C'est logique. As-tu pris une décision concernant le chalet? Je prends l'avion vendredi. Vendredi? Ce vendredi? Oui. Margot s'est resservie du vin. Elle était silencieuse depuis 10 minutes, ce qui, chez elle, était un signal d'alarme. Je n'y ai pas prêté attention. Qu'est-ce que tu vas faire là-haut? A demandé Pierre. Il ne se moquait pas, il était curieux. Lire la lettre de papa, voir la propriété, comprendre ce qu'il voulait que je voie. Je peux venir? Pas cette fois, Pierre. Les instructions de papa étaient claires, je dois ouvrir la lettre seul. C'est juste. Je respecte ça. Il a levé son verre de vin. À papa. Il était compliqué, mais il tenait à nous, à sa façon. À papa. Et là, Margot a ri. Pas un petit rire, pas un gloussement, un rire théâtral, fort et plein, le genre de rire qui traverse une table à manger et stoppe net toute autre conversation. Bérénice l'a regardé. Arnaud a fixé son assiette. Chloé m'a regardé. Je suis désolé, a dit Margot, en riant toujours. Je suis désolé. C'est juste que. Je n'en peux plus. Je ne peux pas rester assise ici et regarder Benoît faire semblant que ce voyage dans la montagne signifie quoi que ce soit. Ses parents ne lui ont rien laissé, strictement rien. Pierre a eu la maison, les voitures, l'entreprise à 17 millions, et Benoît a eu une lettre. Une lettre, bon sang. Et il va voler jusqu'aux Alpes pour lire cette lettre, revenir et nous dire que ça a un sens profond. Margot, ai-je dit doucement, s'il te plaît. Non, Benoît, non. Ça fait 1 an que j'essaie de comprendre pourquoi je suis encore avec toi, pourquoi j'ai dit oui quand tu m'as demandé en mariage, pourquoi je planifie un mariage en septembre avec un dessinateur de 40 ans qui vit dans l'ombre de son frère. Et je viens juste de comprendre. Je suis avec toi parce que j'avais pitié de toi. J'avais pitié du garçon dont les parents n'ont jamais pensé qu'il était à la hauteur. Et je pensais que je pourrais aimer la version de toi qui émergerait quand tu sortirais enfin de l'ombre de Pierre. Elle s'est levée, a vacillé légèrement, et s'est appuyée contre la table. Mais tu ne sors pas de l'ombre, Benoît. Tes parents viennent de confirmer par écrit ce dont j'avais peur depuis 1 an. Tu es le fils inférieur. Tu vas rester le fil de seconde zone. Et je ne vais pas passer ma vie mariée à un homme dont le propre père lui a laissé un misérable chalet parce que c'est tout ce qu'il valait. Margot, a commencé Chloé. Non, laisse-moi finir. Benoît, tu es impitoyable raté. Tu le es. Je me le dis à moi-même depuis des mois et j'ai été trop poli pour te le dire en face, mais tes parents l'ont gravé dans leur testament. Ton frère te le rappellera à Pâques, à Noël et à chaque fête de famille pendant les 40 prochaines années, juste en existant à côté de toi. Et moi, j'arrête les frais. Je ne serai pas la Margot Chevalier qui doit s'asseoir à la table des enfants à chaque réunion de famille parce que la propre famille de son mari ne le respecte pas. C'est terminé. Elle a attrapé son sac, son manteau, ses clés. Bérénice, Arnaud, je suis désolé. Merci d'être venu. Je vous appellerai demain. Pierre, Chloé, profitez bien de vos 17 millions. Benoît, la bague est sur le meuble de la salle de bain. Amuse-toi bien dans les montagnes. Puis elle a franchi la porte et l'a claquée. Le bruit a résonné dans le couloir de notre immeuble sans ascenseur. Les 6 personnes restées à table sont restées silencieuses pendant environ 11 secondes, ce qui est très long quand on vient d'assister à la fin brutale de fiançailles devant 2 personnes invitées spécifiquement pour en être les témoins. Bérénice a parlé la première. Benoît, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle allait. Je sais. Merci, Bérénice. Vous pouvez y aller. Vous pouvez tous y aller. J'ai besoin d'1 minute. Arnaud et Bérénice sont partis en moins de 2 minutes avec les excuses maladroites et murmurées de gens transformés en témoins involontaires de l'effondrement d'un couple. Chloé a affiché une mine compatissante et s'est excusée pour aller aux toilettes, ce qui a laissé Pierre seul avec moi à la table. Mon frère aîné m'a regardé. Pour la première fois depuis très longtemps, Pierre Chevalier m'a regardé sans condescendance. Il m'a regardé comme un frère regarde son frère qui vient d'être publiquement humilié par sa fiancée dans un appartement en location à Pantin. Bon sang, Benoît, je suis tellement désolé. Ne le sois pas.
C'était. Elle avait bu. Elle ne pensait pas la moitié de ce qu'elle a dit. Elle le pensait à 100%. Elle répète ce discours depuis des mois. Elle avait juste besoin d'un public. Benoît, je veux que tu saches que, peu importe ce que papa et maman ont fait avec le testament, je ne ressens pas les choses comme ça. Je ne pense pas que tu sois ce qu'elle a dit. Tu n'es pas ça. Tu es mon frère. Merci, Pierre. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, rentre chez toi, emmène Chloé, et laisse-moi faire mes bagages. Tes bagages? Je pars pour les Alpes demain matin. J'ai avancé mon vol. Il m'a regardé. Il a failli dire quelque chose, puis s'est ravisé. Il a appelé Chloé. Ils sont partis. Je suis resté debout dans la cuisine de mon appartement du 4e étage, où j'avais vécu pendant 6 ans avec la femme que j'allais épouser, et j'ai regardé la bague sur le meuble de la salle de bain, un solitaire taille brillant de 1,2 carat que j'avais mis 8 mois à payer. J'ai pris mon téléphone et j'ai modifié mon vol du dimanche pour le vendredi à 6 heures du matin. Ensuite, j'ai préparé un sac avec des vêtements thermiques, des chaussettes en laine, des chaussures de randonnée, une lampe frontale, le relevé cadastral de mon père, la clé du chalet que maître Thibault m'avait donné l'après-midi même, et la lettre. Je l'ai scellée dans la poche intérieure de ma veste, où elle resterait jusqu'à ce que j'atteigne le chalet, car c'était ce que mon père avait exigé. J'ai dormi 3 heures. Puis j'ai pris un VTC pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le chauffeur, un certain Gilles qui conduisait à Paris depuis 19 ans, m'a demandé où j'allais. Dans les Alpes. Affaires ou vacances? Ni l'un ni l'autre. Une affaire de succession. Un décès? Mes 2 parents. Je suis désolé. Merci. La haute montagne en avril, c'est encore l'hiver là-haut. Je sais. Prenez plus de chaussettes que vous ne pensez en avoir besoin. Mon fils y a fait 2 saisons d'hiver. Il m'a dit une chose, les chaussettes. C'est noté. J'ai pris l'avion à 6h18 ce vendredi 15 avril 2026. Paris jusqu'à Lyon, puis un petit vol de correspondance jusqu'à un altiport enneigé, à bord d'un monomoteur qui faisait des bruits que je préférais ne pas identifier. De là-bas, un minuscule hameau de montagne en Savoie, j'ai loué une motoneige auprès d'un guide local. Il s'appelait Olivier Charpentier. Il avait 61 ans, c'était un pur montagnard, trapu, les épaules larges, avec le genre de visage buriné qui a passé 6 décennies à l'extérieur et qui ne s'en excuse pas. Vous êtes Benoît Chevalier? Oui, monsieur. Le fils de Didier? Oui, monsieur. Votre père était un homme bien. Il montait ici 2 fois par an depuis 38 ans. Il ne parlait jamais beaucoup de ce qu'il faisait. Il disait qu'il venait vérifier ses terres. Savez-vous ce qu'il vérifiait? Olivier m'a fixé pendant un long moment, de cette façon dont les montagnards vous regardent quand ils décident s'ils doivent parler ou laisser le silence faire le travail. Vous devriez ouvrir la lettre au chalet. C'est ce que votre père aurait voulu. Il m'a laissé des instructions pour le faire. Comment saviez-vous qu'il y avait une lettre? Il y a toujours une lettre. Les hommes comme votre père, ils ne disent pas les choses importantes à voix haute, ils les écrivent et les laissent derrière eux. Il m'a loué une motoneige skido, m'a donné une carte topographique avec le chalet marqué dessus, m'a indiqué l'itinéraire, 35 km vers le nord-ouest le long d'une rivière gelée, puis la montée d'une gorge, puis la traversée d'un bois d'épicéas. Il m'a dit de partir avant midi pour avoir la lumière du jour. Il m'a dit que si je n'étais pas de retour dimanche soir, il viendrait me chercher. Vous y êtes déjà allé? Plusieurs fois. J'aidais votre père à entretenir l'endroit. Il me payait honnêtement. Je vous aiderai aussi si vous en avez besoin. J'ai quitté le hameau à 11h47. La motoneige était un modèle ancien mais bien entretenu. La piste était balisée par des rubans accrochés occasionnellement aux arbres. Le paysage n'était que blanc, gris et vert, de la neige, de la roche, des épicéas, et un silence pour lequel la ville de Paris m'avait préparé à vivre l'exact opposé. J'ai conduit pendant 1h30, je me suis arrêté 2 fois pour vérifier ma carte, j'ai vu un bouquetin dans une clairière qui m'a regardé passer sans bouger, j'ai traversé un ruisseau gelé, gravi une pente douce, et puis, à 13h34, ce 15 avril 2026, j'ai vu le chalet. Il était petit, à peine 35 mètres carrés, construit en rondin, grisé par 4 décennies de vent, avec une cheminée en pierre, un toit en tôle avec un débord, une seule porte orientée au sud,
des fenêtres sur les murs et ouest. Un abri à bois sur le côté, rempli de bûches d'épicéas fendues sous une bâche. De petites toilettes sèches à 10 mètres derrière. Pas de ligne électrique, pas de câble d'aucune sorte. Le réseau électrique le plus proche était probablement à des dizaines de kilomètres en aval. C'était exactement ce que Margot avait décrit, un cabanon, une cabane au milieu d'un désert de glace, l'héritage sans valeur que le fils de seconde zone avait reçu parce que ses parents le jugeaient sans valeur. J'ai garé la motoneige, j'ai déverrouillé la porte avec la clé que maître Thibault m'avait donnée. La porte s'ouvrait sur une pièce unique, un poêle à bois dans un coin, un lit de camp contre le mur nord, une petite table avec 2 chaises, quelques étagères avec de vieilles assiettes et tasses en émail, une lanterne, une boîte d'allumettes, un tas de bois fendu à côté du poêle. Et un placard avec des boîtes de conserve que mon père avait stockées lors de sa dernière visite en septembre 2025, 4 mois avant sa mort. J'ai allumé un feu, je me suis assis sur le sol devant le poêle, et j'ai attendu que le chalet se réchauffe, ce qui a pris 40 minutes. Pendant ce temps, j'ai regardé mon souffle se transformer en petits nuages à l'intérieur de cette pièce en bois que mon père avait construite pour des raisons que je ne comprenais pas encore. Quand l'air a été assez chaud pour que je puisse tenir le papier sans que mes doigts ne s'engourdissent, j'ai sorti la lettre de ma veste. Scellée. L'écriture de mon père sur l'enveloppe, Benoît, à n'ouvrir qu'au chalet. Je l'ai ouverte. 4 pages manuscrites, datées de novembre 2022, 3 ans et 2 mois avant la mort de mon père. Benoît, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Tu es assis dans le chalet que j'ai construit pour toi en 1987, ce qui signifie que tu as fait le voyage. Merci. Je n'étais pas certain que tu le ferais. Tu avais toutes les raisons de supposer que cet héritage était une insulte, et tu es venu quand même. Cela me prouve que le fils que j'ai élevé, le fils que je n'ai pas toujours su voir clairement, est l'homme que j'espérais qu'il soit. Pierre a obtenu le patrimoine visible. Tu as obtenu ce chalet. Je sais ce que ça donne comme impression. J'ai besoin que tu comprennes, avant d'aller plus loin, que ce partage n'était pas une question d'amour, mais une question d'adéquation. Pierre est l'héritier de ce qui est visible. Tu es l'héritier de ce à quoi j'accorde le plus de valeur, et ce à quoi j'accorde le plus de valeur, c'est ce que tu es sur le point de découvrir. En 1987, alors que j'avais 32 ans et que je lançais le groupe immobilier Chevalier. J'ai fait une expédition dans cette région avec un ami géologue nommé Claude Roussillon. Claude faisait des relevés miniers pour un institut national de recherche. C'était l'un des meilleurs géologues de terrain du pays, bien qu'il n'ait jamais été célèbre parce qu'il préférait la rocaille à la bureaucratie. Claude m'a montré une parcelle de terre dans ce massif qui avait été ignoré par les grandes compagnies minières, un terrain de 90 hectares comprenant une formation géologique qui, selon lui, recelait des gisements massifs de terres rares, spécifiquement du néodyme et du dysprosium. En 1987, les terres rares n'avaient presque aucune valeur marchande. Le néodyme s'échangeait à environ 4 € le kilo. Le dysprosium n'était qu'une curiosité de laboratoire. Les grandes entreprises l'avaient ignoré parce que les coûts d'extraction dépassaient largement la valeur du marché. Claude m'a dit et c'est ce qui a changé ma vie que les terres rares deviendraient stratégiquement inestimables d'ici 20 ans avec l'évolution des technologies grand public. Des aimants ultra puissants, des éoliennes, des véhicules électriques, des systèmes de défense. Il a estimé que le gisement valait probablement 2 à 3 millions d'euros au prix de 1987. Il m'a assuré qu'il en vaudrait 10 fois plus d'ici 2007. Il m'a dit qu'il pourrait en valoir 100 fois plus d'ici 2027. J'ai acheté les 90 hectares, y compris les droits miniers exclusifs. J'ai payé 35 000 €. J'ai construit ce chalet comme couverture pour que tous ceux qui poseraient des questions pensent que j'étais un simple propriétaire de résidence secondaire, pas un homme assis sur une réserve minérale hautement stratégique. J'ai payé les impôts fonciers chaque année pendant 38 ans. Je suis venu 2 fois par an pour entretenir le chalet et inspecter la propriété. Je n'ai parlé de ce gisement à personne, sauf à ta mère. En 2019, alors que j'avais 64 ans, j'ai commandé une analyse géologique discrète auprès d'un laboratoire. Les résultats, qui se trouvent dans un dossier scellé sous la lame de plancher en dessous du lit de camp, avec les coordonnées actuelles de Claude Roussillon. Un relevé cadastral et une liste de 3 consultants miniers en qui j'ai une confiance absolue, ont confirmé tout ce que Claude avait prédit en 1987, et bien plus encore. Benoît, le terrain seul est actuellement évalué à environ 3,5 millions d'euros pour les droits de surface. Les droits miniers, basés sur l'analyse de 2019 et les cours actuels des matières premières,
sont évalués de façon prudente à 85 millions d'euros, et pourraient atteindre 110 millions d'euros avec le bon partenariat d'extraction. Valeur totale estimée, plus de 100 millions d'euros au prix de 2022, avec un potentiel de hausse significatif selon l'évolution du marché des terres rares. Maintenant, je dois te dire pourquoi je t'ai laissé ceci à toi, et non à Pierre. Pierre est exactement l'homme que je l'ai entraîné à être. Il est agressif, avide d'acquisition, et doué pour faire circuler des actifs. Si je lui avais laissé ce terrain, il l'aurait vendu dans les 6 mois. Il aurait pris l'argent liquide. Il l'aurait réinvesti dans l'immobilier. Le gisement serait devenu une simple ligne de compte dans l'opération minière de quelqu'un d'autre, et l'actif stratégique que j'ai passé 38 ans à protéger aurait été liquidé pour financer une génération entière d'achats et de reventes d'immeubles haussmanniens à Paris. Tu es différent, Benoît. Je sais que tu ne te vois pas de la même manière que moi je te vois. Je sais que j'ai passé une grande partie de ton enfance et toute ta vie d'adulte à te dire que tu n'avais pas l'étoffe d'un dirigeant, que tu étais fait pour le travail minutieux. Que tu devais te concentrer sur le dessin technique. Je t'ai dit ces choses parce qu'elles étaient vraies, mais aussi parce que c'était le moyen le plus simple de maintenir l'unité de l'entreprise sous la direction de Pierre. Et d'éviter le genre de conflit de succession qui a détruit des familles bien plus solides que la nôtre. J'ai eu tort de te rabaisser pour acheter la paix. Je ne vais pas te dire maintenant que je suis fier de toi, car j'ai trop peu prononcé ces mots de mon vivant, et les écrire dans une lettre serait trop facile. Mais je vais te dire ceci. Je t'ai choisi pour cet héritage parce que tu es le fils qui lit les lettres avant d'agir. Tu es le fils qui enquête avant de vendre. Tu es le fils qui, si on lui confie un actif stratégique nécessitant de la patience et un travail rigoureux, fera ce travail rigoureux. Pierre aurait tout encaissé. Toi, tu vas construire. Le marché des terres rares va être l'un des marchés fondateurs des 40 prochaines années. Véhicules électriques, énergie éolienne, électronique, défense. Tu es assis sur un gisement qui va prendre de la valeur chaque année pour le reste de ta vie. Le dossier sous le plancher contient tout ce dont tu as besoin pour commencer. Claude Roussillon a 78 ans et vit près d'Annecy. Il t'attend. Il confirmera tout ce qui est dans cette lettre et apportera le contexte que je ne pouvais pas détailler ici. Les 3 consultants sur la liste sont des hommes et des femmes que je connais depuis des années. Ils ne t'escroqueront pas. Ils te guideront. Prends ton temps. Cette terre est là depuis 1 milliard d'années. Elle t'attendra. N'en parle pas à Pierre. Pas avant d'avoir compris ce que tu possèdes, pas avant d'avoir mis en place tes partenaires. Pierre voudra t'aider. Mais l'aide de Pierre consistera à te donner des conseils pour tout liquider. Tu n'as pas besoin de ce genre de conseils. Tu as besoin de temps, de patience, et de ce travail méticuleux que tu as accompli pendant 11 ans sans te rendre compte que tu t'entraînais pour cela. Je t'aime, Benoît. Je n'étais pas doué pour le montrer de mon vivant. Je suis désolé. J'espère que ce chalet, cette lettre et ces 90 hectares autour de toi seront suffisants. Papa. Je suis resté assis sur le sol du chalet pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Je n'étais pas un homme à pleurer facilement, mais après peut-être 40 minutes passées assis par terre, à lire et relire ces 4 pages, je me suis rendu compte que je pleurais. Silencieusement. Non pas parce que mon père m'avait laissé 125 millions d'euros de terre, ni même parce qu'il avait admis s'être trompé sur mon compte. Mais parce qu'il m'avait vu. Quelque part sous ces 38 années de préférence pour Pierre, mon père m'avait observé. Il avait catalogué ma patience, ma minutie, ma volonté de lire avant d'agir. Et quand est venu le temps de décider à quel fils confier l'actif le plus important qu'il ait jamais bâti, il avait choisi le fils qui ne s'était jamais senti choisi. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au lit de camp, je l'ai écarté. La lame de plancher en dessous était lâche. Je pouvais voir la fente où mon père l'avait découpé. Je l'ai soulevé avec le couteau suisse que j'avais apporté. À l'intérieur se trouvait une boîte de sécurité en acier. Dans la boîte, enveloppée dans du plastique étanche, il y avait un dossier. Dans le dossier, le rapport d'analyse de 2019, 41 pages, complet avec des photographies de carottage, des analyses chimiques, et les pourcentages de concentration en néodyme, dysprosium, et 4 autres éléments de terres rares. Un relevé cadastral de 1987 avec les limites des 90 hectares dessinés à la main par un géomètre nommé Laurent Andrieux, qui avait également signé en bas. Une carte manuscrite avec le numéro de téléphone et l'adresse de Claude Roussillon près d'Annecy, et une note de mon père, Claude t'attend.
Ne l'appelle pas d'un téléphone qui peut remonter jusqu'à la famille. Utilise un téléphone jetable ou une cabine. Il comprendra. Une liste dactylographiée de 3 consultants miniers, une femme à Genève, un homme à Toronto, et un cabinet à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Chacun avec des numéros de téléphone, des adresses e-mail, et un paragraphe de la main de mon père décrivant leur spécialité et la date de leur dernier contact. Un dernier élément, une seconde note, plus courte. 4 phrases. Benoît, ce dossier est ton plan d'action. Ne te précipite pas. Ne dis rien à Pierre tant que tu n'es pas prêt. Fais confiance aux consultants de cette liste, je les ai audités personnellement. Bâtis quelque chose qui honore cette terre, et si tu le fais, j'aurai été un meilleur père dans la mort que je ne l'ai été dans la vie. Papa. J'ai tout remis dans le plastique étanche, replacé le plastique dans la boîte en acier, je l'ai verrouillé et mise dans mon sac. J'ai refermé le plancher, remis le lit en place, et je me suis assis près du feu jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis, j'en ai rallumé un autre, et j'ai dormi sur le lit de camp où mon père avait dormi 2 fois par an pendant 38 ans, dans un chalet posé sur 90 hectares de nature sauvage alpine que ma fiancée avait qualifié d'héritage pitoyable 6 heures avant que je ne parte pour l'aéroport. Le lendemain matin, je suis redescendu en motoneige jusqu'au hameau. Olivier Charpentier m'attendait devant son chalet. Il n'a pas demandé ce qui s'était passé là-haut. Il m'a simplement regardé et a dit « Vous avez lu la lettre ». Je l'ai lue. Vous comprenez maintenant? Vous saviez? Votre père me confiait la clé du chalet quand il ne pouvait pas monter l'hiver. Je n'ai jamais rien lu. Mais je l'ai conduit au pied des pistes 38 fois, et la façon dont un homme se tient sur le goudron quand il quitte un endroit important vous dit tout ce qu'il y a à savoir. Votre père se tenait comme un homme qui veillait sur un trésor. J'ai supposé que c'était la terre. C'est la terre. Quelle est la suite? Je ne sais pas encore. Mon père m'a laissé une liste. C'est bien. Les hommes comme votre père laissent toujours des listes. Je suis reparti pour la vallée l'après-midi même. Au lieu de rentrer directement à Paris, je suis resté près d'Annecy pendant 3 jours et j'ai rencontré Claude Roussillon. Il avait 78 ans, toujours aussi vif, et vivait dans une maison modeste. Il m'a invité à entrer, à préparer du thé, et à confirmer chaque détail de la lettre de mon père. Puis, il en a rajouté. Votre père a sous-estimé la valeur actuelle, Benoît. L'analyse de 2019 était basée sur le cours des matières premières de l'époque. Le prix des terres rares a grimpé en flèche au cours des 5 dernières années, propulsé par la demande en véhicules électriques et la pression géopolitique pour réduire la dépendance aux approvisionnements étrangers. Votre gisement aujourd'hui vaut entre 125 et 135 millions d'euros, selon les négociations avec le partenaire d'extraction et les cours actuels du néodyme et du dysprosium. 125 millions d'euros, à peu près. Et vous en êtes sûr? Benoît, je fais des relevés miniers pour l'État depuis 51 ans. J'en suis sûr. Le gisement de votre père est l'une des 5 plus grandes réserves de terres rares inexploitées d'Europe occidentale. La seule raison pour laquelle il n'a pas encore été développé, c'est parce qu'il se trouve sur un terrain privé dont les droits miniers exclusifs sont détenus par un seul propriétaire. À l'origine votre père, aujourd'hui vous. Les grandes firmes minières essaient de trouver comment approcher votre père depuis une décennie. Il n'a jamais répondu à leurs sollicitations. Il voulait que ce soit vous qui choisissiez le partenaire. Pourquoi moi? Claude m'a regardé par-dessus sa tasse de thé. 78 ans de vie, 4 décennies à connaître mon père, et il m'a donné la réponse que mon père n'avait pas tout à fait réussi à formuler dans sa lettre. Parce que votre père a passé toute sa vie à regarder votre frère prendre des décisions expéditives avec l'argent des autres. Il ne voulait pas que ça arrive à ça. Il voulait un fils qui serait prudent. Il en avait un. Vous. Je suis rentré à Paris le 21 avril 2026. Je n'ai rien dit à Pierre. Je n'ai rien dit à Margot, qui, à ce stade, publiait déjà de vagues mises à jour sur les réseaux sociaux disant qu'elle allait de l'avant et suivait son instinct, accompagnée de photos d'elle lors de brunch avec les amis qui avaient assisté à sa sortie théâtrale. J'en ai informé mon patron au cabinet d'architecture. Je lui ai dit que j'avais besoin de prendre un congé personnel prolongé. 6 semaines. Il a accepté. Je n'ai pas précisé que j'avais l'intention de démissionner avant l'été. J'ai appelé les consultants miniers de la liste de mon père. J'en ai rencontré 2 en personne dans les 3 semaines, l'experte à Genève et le cabinet de Nouméa en visioconférence.
J'ai expliqué la situation. J'ai partagé l'analyse de 2019. Ils ont tous confirmé ce que Claude avait dit. Le terrain valait ce que mon père avait estimé, et même plus. La bonne stratégie de développement prendrait 3 à 5 ans. La mauvaise stratégie à vendre au plus offrant laisserait des dizaines de millions sur la table et mettrait le gisement entre les mains d'une exploitation qui en extrairait la valeur maximale sans respecter l'actif stratégique que mon père avait protégé. J'ai choisi le cabinet de Nouméa. Ils avaient une expertise inégalée sur l'exploitation des terres rares dans les territoires français et à l'international. Ils étaient prêts à avancer les capitaux de départ et à prendre une participation minoritaire en échange de la gestion de la planification de l'extraction. 6 mois plus tard, en octobre 2026, j'ai signé un accord de partenariat avec le cabinet de Nouméa. Ils ont injecté 3,8 millions d'euros de capital de développement initial. Leurs ingénieurs ont entamé le processus des permis et des études d'impact environnemental, ce qui prendrait 18 à 24 mois avant que l'extraction ne puisse commencer. Le gisement a été valorisé dans l'accord de partenariat à 135 millions d'euros, avec des revenus projetés sur 10 ans bien supérieurs. Je n'ai rien dit à Pierre. Je n'ai rien dit à personne à Paris. J'ai démissionné de mon poste de dessinateur en juillet, en disant à mes collègues que je prenais du temps pour faire le point. Ils ont supposé que je digérais encore la mort de mes parents et ma rupture. Ils ont été compatissants. Ils n'avaient pas tort. Je digérais. C'est juste que je faisais aussi autre chose. Fin novembre 2026. Un déjeuner de famille dominicale. Pierre recevait au manoir du Vésinet, celui que ma mère avait décoré en 2001, et que Chloé redécorait progressivement depuis février. J'y suis allé. J'ai apporté une bouteille de vin. Je me suis assis à cette table de salle à manger où j'avais mangé chaque année pendant 37 ans. Pierre était expansif. Chloé était polie. Leurs enfants avaient 10 et 7 ans et n'avaient aucune idée de ce que tout cela signifiait. Au moment du dessert, Pierre m'a dit « Benoît, j'ai réfléchi. Chloé et moi avons réfléchi. Tu t'es fait léser dans le testament. Papa et maman t'ont laissé ce cabanon et pratiquement rien d'autre. On en a discuté, et on aimerait te transférer un peu d'argent de la succession. 100 000 euros, comme un geste. La famille prend soin de la famille. » J'ai regardé mon frère. Pierre Chevalier, directeur général délégué du groupe immobilier Chevalier, pesant virtuellement 17 millions d'euros, qui m'offrait 100 000 euros sur son héritage, comme un geste. C'était un vrai geste. C'était aussi la chose la plus condescendante qu'il m'ait jamais faite, et il ne le savait pas, parce que Pierre n'avait jamais, de toute sa vie, réfléchi à ce que l'on ressentait à être du côté des bénéficiaires de sa charité. Merci, Pierre. C'est généreux, mais je m'en sors. Tu es sûr? Tu as quitté ton emploi. C'est vrai. Que fais-tu pour gagner ta vie? Je développe un terrain. Un terrain? Où ça? Dans les Alpes. Pierre a ri, pas méchamment, juste de la façon dont il riait toujours de moi. Le chalet de papa? Benoît, ce sont 90 hectares de rocailles glacées. Qu'est-ce que tu vas développer? Une station de ski. J'ai regardé mon frère. J'ai envisagé de lui dire. Je l'ai envisagé pendant environ 4 secondes, puis je me suis souvenu des instructions de mon père, ne dis rien à Pierre tant que tu n'es pas prêt. Et je me suis souvenu de la raison pour laquelle il l'avait écrit. L'aide de Pierre serait de me conseiller de tout liquider. Je n'avais pas besoin de ça. J'avais besoin de temps, de patience, et de ce travail méticuleux que j'avais accompli pendant 11 ans sans me rendre compte que je m'y préparais. J'étudie la question, Pierre. Eh bien, si tu as besoin d'argent, je pensais ce que j'ai dit. L'offre tient toujours. Tu es mon frère. J'apprécie, Pierre. Vraiment. Et j'appréciais vraiment. Pierre n'était pas un mauvais frère. C'était juste un frère aveugle. Il avait passé 43 ans dans le patrimoine visible de notre famille, et il n'avait sincèrement jamais baissé les yeux vers le patrimoine invisible, là où je m'étais tenu pendant tout ce temps. Nous sommes en avril 2027 aujourd'hui, un an après la lecture du testament. J'ai 39 ans. Je vis dans un appartement de 2 pièces en location à Meudon, juste à côté de Paris. Je conduis une Subaru Outback d'occasion. Je porte les mêmes vêtements que lorsque j'étais dessinateur, parce que l'accord de partenariat est confidentiel, et que le capital initial est entièrement consacré au permis, aux consultants,
aux études d'impact et au montage juridique, pas à une nouvelle vie de pacha. Le développement respecte le calendrier. Le cabinet de Nouméa a terminé la première étude d'impact environnemental. Les autorités compétentes ont approuvé le permis préliminaire. L'extraction commencera au troisième trimestre de 2028. Les premières distributions de revenus à ma holding commenceront fin 2028 ou début 2029. Selon les projections actuelles, ma valeur nette personnelle en 2029 sera d'environ 80 millions d'euros après impôts et coûts de développement. D'ici 2035, en supposant que le marché des terres rares suive sa trajectoire actuelle, cela pourrait atteindre 2 ou 3 fois ce montant. Margot Ferrand s'est fiancée en janvier 2027 à un associé de fonds d'investissement nommé Com. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux avec une photo de sa bague, un diamant taille coussin de 2,4 carats, et la légende « Quand on sait, on sait ». J'ai vu la publication parce qu'un vieil ami me l'a montré. Je n'ai pas réagi. J'avais cessé de réagir à Margot Ferrand au moment précis où elle avait franchi la porte de l'appartement. Elle avait fait son évaluation. Elle s'était basée sur des informations incomplètes. Je ne lui devais rien, elle ne me devait rien, et les comptes étaient clos. Pierre ne sait rien. Chloé ne sait rien. Mes anciens collègues du cabinet d'architecture ne savent rien. Claude Roussillon sait. Le guide Olivier Charpentier sait. Le cabinet de Nouméa sait. Mon avocat sait. Mes 3 consultants savent. Personne d'autre. Quand l'extraction commencera en 2028, quand les revenus afflueront en 2029, quand la holding commencera à verser des dividendes, je déciderai alors si je dois le dire à Pierre. Peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai en douceur, sans le rabaisser, car Pierre n'est pas le méchant de ma vie, juste un frère qui a toujours occupé le premier plan. Peut-être que je le laisserai simplement sans rendre compte de lui-même lorsque les registres fiscaux et les déclarations immobilières deviendront trop énormes pour passer inaperçus. Mais je ne vais pas brusquer les choses. Mon père a dit que la terre m'attendrait. J'attendrai avec elle. Le week-end dernier, je suis retourné dans les Alpes pour mon inspection saisonnière de la propriété. Avril 2027. Exactement un an après mon premier voyage. Olivier Charpentier est venu me chercher. Même motoneige, même 35 km de piste, même chalet. J'ai allumé un feu, je me suis assis par terre, j'ai ouvert la lettre de mon père pour la 100e fois et je l'ai relue. L'écriture n'avait pas changé. Les mots n'avaient pas changé. Mais moi, j'avais changé. Il y a un an, j'étais un dessinateur dont la fiancée l'avait traité de pitoyable raté devant son frère. Aujourd'hui, je suis un homme qui possède 90 hectares de terre abritant l'un des plus grands gisements inexploités de terres rares d'Europe, et je le développe minutieusement, lentement, sans rien laisser transparaître à ceux qui m'avaient enterré. Mon père n'était pas un bon père. Il était compliqué, mais il était observateur. Il m'a regardé pendant 38 ans. Il en a conclu que le fils qui lirait la lettre serait le fils qui bâtirait l'héritage, et il a parié un actif stratégique de 125 millions d'euros sur cette conclusion. Il a fait le bon pari. Maintenant, je veux vous poser une question. Que feriez-vous si les personnes les plus proches de vous, vos parents, votre frère, votre fiancé ont conclué toutes que vous étiez le moins bon, que vous étiez le plus pitoyable, que vous étiez celui qui héritait des restes parce que c'était tout ce que vous méritiez? Laisseriez-vous leur conclusion devenir la vôtre? Porteriez-vous le verdict qu'ils vous ont infligé comme un vêtement impossible à enlever? Ou bien, iriez-vous jusqu'au chalet? Ouvririez-vous la lettre? Feriez-vous confiance, pour une fois dans votre vie, au fait que les personnes qui vous ont rabaissé ont peut-être eu tort? Et que la chose étrange, silencieuse et apparemment sans valeur dont vous avez hérité pourrait bien être le cadeau le plus soigneusement choisi de toute votre vie? Et voici la question la plus difficile. Avez-vous déjà reçu un cadeau qui ressemblait à une punition? Un emploi qui ressemblait à une rétrogradation? Une relation qui semblait être une impasse? Un lopin de terre qui ressemblait à un désert glacé? L'avez-vous ouvert? Êtes-vous resté assis avec assez longtemps pour découvrir ce qu'il y avait réellement à l'intérieur? Car voici ce que j'ai appris. Certains héritages n'ont rien à voir avec l'argent. Certains héritages consistent simplement à être enfin vus. Mon père m'a vu, pour la première fois de sa vie, dans une lettre qu'il a écrite 3 ans avant sa mort. Il n'a pas dit qu'il était fier. Il n'a pas dit qu'il était désolé, en tout cas pas comme un parent devrait le faire. Mais il a dit, de la seule façon dont il était capable,
que j'étais le fils qui ferait le travail minutieux. Et le travail minutieux s'est avéré valoir 125 millions d'euros, et ce n'est qu'un début. Le pitoyable raté est assis sur l'un des plus grands gisements de terres rares du continent. Le pitoyable raté a pris un vol pour les montagnes glacées parce que son père décédé lui avait laissé une lettre. Le pitoyable raté a lu la lettre. Le pitoyable raté a fait le travail minutieux. Et le pitoyable raté s'en sort très bien.